que je vous explique un petit peu. Donc là, je suis en train de mélanger. Trois pâtes. Les trois pâtes qui sont là, je vais les mettre à la caméra, comme ça on les voit. De la Fimo, de la Sculpey et de la Biscuity. Ma pâte principale, on va dire que c'est la Sculpey. Elle est assez rigide, elle permet un bon niveau de détail, elle ne se déforme pas, elle se maintient très bien. Le problème de la Sculpey, c'est qu'elle est extrêmement fragile. Elle est très très cassante. Donc quand on fait des pièces uniquement en Sculpey, le risque à la production, c'est qu'il y ait beaucoup trop de casse. Donc pour ça, et pour rajouter de l'élasticité, je rajoute de la Fimo ou de la Biscuity, mais en général, je mets par exemple de la Fimo. La Fimo, elle est plus molle, elle est plus élastique, ce qui me permet d'avoir une Sculpey que je peux distendre un peu plus, qui va être plus résistante. J'utilise pas la Fimo seule, beaucoup de sculpteurs utilisent que de la Fimo. À titre personnel, c'est perso, j'aime pas trop parce que je trouve que ça se déforme trop. Si je fais une tête en Fimo, imaginons j'appuie là, c'est toute la tête, tout le bloc qui risque de bouger. Avec de la Sculpey, si j'appuie là, j'ai un trou là, point. Ensuite, je rajoute un petit peu dans le tas de la Biscuity, notamment pour son pouvoir collant. Surtout quand je recouvre l'armature, elle est très collante, elle va me permettre de plus facilement faire adhérer ma pâte à mon armature. Alors la Green Stuff, ça n'a rien à voir, la Green Stuff c'est une pâte époxy, elle sèche à l'air en moins de 2 heures. Ça c'est des pâtes qui sont des pâtes polymères, elles ne seront sèches que quand je les aurai passées au four à 130-140 degrés. Donc j'ai tout le temps pour travailler, d'accord? Alors que la Green Stuff, elle va sécher à l'air, donc tu vas t'en servir pour des petits éléments à rajouter, des choses comme ça, ou sur une figurine 32 mm, la première couche d'accroche, voilà. Ouais, ça, là, t'as pas besoin de première couche d'accroche. Alors là non, parce que j'ai fait donc justement, bah, c'est bien comme ça, hop, transition vers la suite. C'est bien, tu me facilites mon taf. Donc la transition, j'ai préparé ça. Donc que je vous explique, j'aurais pu le faire devant vous, parce que c'est aussi intéressant de voir comment on fait, mais c'est long à préparer et j'avais besoin que ça sèche un peu. Donc j'aurais bouffé toute la démo juste pour préparer ça. Donc j'ai préparé en amont, l'idée c'est de faire ce petit buste là que j'avais croqué, d'accord? Je vais le montrer un peu à la caméra. Voilà, on va partir là-dessus. C'est une pièce que j'ai déjà faite en 32 mm, cette fois je fais la version buste. Et donc ce que j'ai préparé là, c'est une armature en fil de fer, attachée en 4 points, ici, je vois bien la caméra, ici, là, et sur les côtés, qui me permet que tout ça c'est bien stable. Je peux pousser devant, derrière, sur les côtés, c'est bien stable. C'est important d'avoir une bonne stabilité. Vous pouvez le prendre dans les mains, faire tourner, allez-y. Il n'y a pas de... Pendant ce temps-là, je malaxe. Tu peux me malaxer ça, s'il te plaît? Merci. Tu fais un mélange avec 50-50? Non, alors c'est très personnel le mélange. Ça va dépendre notamment de la température. En plein été, je vais mettre plus de Sculpey, plus dur. En hiver, je vais mettre une pâte un peu plus molle. Selon ce que j'ai à faire, si c'est de l'anatomie, je veux de la pâte molle, un peu plus molle pour aller vite, poser tous les volumes. Quand je vais aller dans le détail, j'aime bien avoir un petit peu de fermeté, de rigidité. Donc du coup, je vais utiliser plus de fermeté et je vais faire mon mélange comme ça, en gros. 50-50, c'est une bonne base. Je préfère partir sur une base 70-30, 70% Sculpey et compléter avec le reste. Donc ma base reste la Sculpey. Comment? La vaseline, c'est pour ça tellement. Alors ce que j'ai là, donc là c'est de la vaseline Green Stuff World, donc c'est de la vaseline de sculpteur, mais on peut utiliser plein d'autres trucs. Ça me permet de graisser un peu la pâte, donc c'est pas faire un shake hein, quand je dis graisser la pâte. Et ça permet qu'elle va être plus malléable, plus collante. Prends la différence entre, prends sa pâte à lui qui n'a pas de vaseline, voilà. Maintenant prends celle-là où je suis en train de mettre de la vaseline dessus, genre, elle est plus grasse, plus collante, tu vois, voilà. Tu peux continuer. L'idée c'est qu'on voit plus le verre, il n'y a plus de verre. Je te remercie. Hein. Je vais pouvoir commencer avec ça. Comment? T'as pas l'effet coulant sur l'armature de la beeswax après dans la vaseline? Ouais, exactement. On va y venir. Donc quand on fait une armature en fil de fer, une fois que j'ai fait mon fil de fer, si je pose ma pâte comme ça, ma pâte polymère dessus, elle va avoir beaucoup de mal à coller. Elle va tourner autour du fil. Si je prends des tout petits volumes, je peux le faire. Mais ça va pas être très stable en fait. Ça va bouger, ça va pas se maintenir. Donc en petite échelle, on met du Green Stuff qui va permettre de faire coller cette pâte là. En plus grand, j'ai besoin d'épaissir mon fil de fer. Donc je suis parti sur une base en dur en milliput. L'idée, c'est que les milliput gardent des aspérités pour que ma pâte vienne bien accrocher dedans. Ce que je pourrais même faire là pour que ça accroche mieux dans les zones trop lisses, c'est venir rayer tout ça pour que la pâte vraiment, elle vienne vraiment bien coller partout.
Là je vais pas le faire parce que ça va être un peu long, j'ai pas envie de passer tout mon temps à ça. Et du coup, il y a des sculpteurs aussi qui mettent le polymère au moment où la green stuff sèche. Tout à fait. Alors quand tu fais, là, j'ai volontairement laissé sécher. La millipute n'a pas spécialement de pouvoir collant. J'ai volontairement séché, c'était pour épaissir mon fil. Quand tu fais en green stuff, tu veux te servir du pouvoir collant de la green stuff. Donc il faut que tu aies posé ta polymère avant que la green stuff ait séché en fait. D'accord? Donc la green stuff va sécher en gros 1h30, 1h45 selon la période, la température de la pièce et tout ça. L'idée c'est de très vite mettre la couche de green stuff et très vite venir faire coller dessus. Donc là je vais commencer. Dans un premier temps, avant de mettre des très gros volumes, il va falloir que je recouvre un peu tout ça. Si je mets un trop gros volume tout de suite, je ne vais pas être certain qu'en dessous ça a bien adhéré. Donc d'abord, là je vais me graisser un petit peu tout ça, je vais essayer d'aller vite. C'est une étape qui peut être un peu longue, je vais essayer de vous la faire assez vite. C'est quoi que tu mets là C'est de la vasine, c'est histoire de graisser un peu, tu vois. Et quand je vais... Tu gagnes de l'adhérence en graissant. Ouais. C'est bizarre. Bah si oui, mais écoute, la vie est bizarre, donc on s'adapte. Non, ça me permet... c'est gras et du coup ça regarde. Tu vois, je viens poser, là je vais faire avec les mains, regardez, tu vois. Je prends ça et regardez, je peux vraiment venir coller dessus. J'essaie de vous la retourner pour vous montrer, vous voyez. Et ça va plutôt bien venir se coller là. Bon, je fais pas autant à l'arrache, hein, parce que là je suis en démo, je vais aller assez vite, mais je peux pas mettre des gros volumes tout de suite, sinon les gros volumes vont pas être stables. Je suis obligé de passer par cette couche. En lubrifiant. L'avantage d'avoir fait une grosse armature comme ça, c'est que je peux aller vite avec mes pouces pour la démo. C'est pour ça que je vais faire un grand modèle, pour que tout le monde voit bien et que je puisse aller vite avec les pouces et tout ça, vous voyez. Je vais peut-être pas forcément tout faire, je vais peut-être me concentrer sur certaines zones, vous montrer des trucs. S'il y en a un qui veut que je montre quelque chose plus qu'un autre, vous me demandez, je passerai sur la zone. Je vais essayer de m'adapter aussi à ce que vous voulez avoir. Parce que c'est bien beau derrière les gens derrière leur écran, mais ils sont pas là en face de moi, donc on va faire en fonction de vous déjà. Tu graisses aussi pour les plus petits formats? Ouais, mais là je graisse bien, là je veux vraiment que ce soit bien collant, que je puisse étaler bien facilement partout, tu vois, voilà, une bonne base bien stable. Donc en vrai, le boulot avait déjà commencé avant que je vienne. C'était déjà le boulot de la compréhension dans l'espace, de placer le fil de fer. C'est déjà un boulot en soi, mais on n'a qu'une heure de démo, alors il faut faire des choix. Hein. J'aurais bien aimé vous le montrer aussi, mais il faudrait une après-midi de démo en fait. Je vous montre tout le... Voilà. Ça va, tout le monde va bien d'où vous êtes? Vous arrivez... Est-ce que je parle assez fort? Parce que avec le micro, je ne me rends pas compte pour vous, vous entendez bien, ouais? S'il y a des zones où je suis pas sûr que ça a bien adhéré, là par exemple sous le creux du bras, j'ai du mal à atteindre avec mon pouce. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits où il y ait de l'espace entre mon millipute et ma pâte, parce que je peux ne pas le voir, sculpter, je le passe au four, il y a de l'air qui se crée entre les deux, bulle d'air, et ça crée des fissures, voire pire. Donc là ce que je fais, c'est que vu que mon pouce il vient pas, je vais vraiment m'assurer que même là, vous voyez, c'est bien venu coller en dessous. Voilà. Là moi je sais que c'est bien collé. Et vu que je vais pas pouvoir faire tout en même temps, je vais déjà commencer, je pense, à sculpter un petit torse là-dessus. Je ferai le bas du corps après, je ferai les épaules après. Donc normalement à ce stade je recouvre tout, mais là pour que ce soit un peu intéressant pour vous, je vais faire d'abord le buste et je ferai petit à petit selon... Et par rapport à ton armature là, tu as mis plein de ponts d'attache. Ouais. Quand tu vas avoir fini ta pièce, l'idée c'est que tu vas la découper. Tout à fait. Là, c'est une sculpture qui ne sera pas destinée au moulage a priori. Si c'est destiné au moulage, il faut penser l'armature parce qu'il va falloir couper les fils après. Donc là, j'ai pas de découpe à faire. Si j'en avais à faire sur un modèle comme ça, ce serait les bras. Ce serait encore facile d'accès. Je prends une scie box fil, un fil de scie très fin pour venir couper, ou des lames de rasoir que je viens cranter avec ma lame de scalpel pour faire des mini scies pour les endroits vraiment très très fins, et je viens découper comme ça. Et une fois que c'est fini, je viens couper à la pince ou quoi, sans problème quoi. Ouais. Voilà, on va mettre un peu le coup quand même pour avoir au moins jusque là, et on va pouvoir y aller.
Vous voyez, là, je suis en train de faire une erreur. Exprès pour vous montrer. Vous voyez, je suis en train de recouvrir le cou. Comme je vous ai dit, à ce niveau de la sculpture, je ne dois pas faire de volume. Donc là, j'ai mis beaucoup de volume pour le cou. Donc j'ai pas cette couche fine qui recouvre. Et ce qui va se passer quand je vais relier ces deux-là, c'est qu'en dessous, ça n'a pas bien adhéré parce que j'ai pas pu bien appuyer. Donc j'ai trop de pattes là. Vous voyez, je l'ai fait exprès pour vous montrer. Donc j'en enlève un peu pour vraiment avoir le minimum possible. Là, c'est vraiment la couche pour venir coller. Donc je vais reprendre ça, je vais en enlever un petit peu et je vais reprendre de façon, voilà, pour avoir moins de pattes. Vous voyez, comme ça. Ce que je peux faire à ce stade aussi, surtout si je veux aller vite, pour être sûr que tout a bien adhéré partout, je prends un pinceau assez large. Et je peux à des endroits par exemple badigeonner un petit peu avec de la vaseline ou avec de l'alcool. L'alcool isopropanol est très bien pour lisser, pour venir fondre les volumes. Et dans des zones un peu délicates comme ça, voilà, je peux venir très facilement fondre comme ça. Et je suis sûr que tout a bien adhéré, ça marche. C'est beaucoup plus rapide évidemment avec une petite figurine, on peut plus facilement badigeonner partout. Là c'est juste pour vous montrer, je vais pas le faire partout, ça va être trop long. On va y aller. Et voilà, vous pouvez faire ça. Les endroits où vous n'êtes pas trop sûr, vous venez bien repasser avec le pinceau, des choses comme ça. Donc là, normalement, à ce stade, je suis censé, dans l'idéal, tout recouvrir. Pour les biens de la démo, je vais réduire un petit peu ma zone pour vous montrer quand même du détail, des choses comme ça. Donc là, je vais partir un peu sur le torse. Donc il a un torse, il est en armure. Je ne vais pas partir direct sur une armure. Il faut d'abord que je sache où sont mes pecs, où est ma cage thoracique, où sont mes abdos pour pas que l'armure se retrouve à des endroits un peu bizarres. Donc j'ai quand même d'abord tracé une esquisse d'anatomie. Même si je ne fais pas une anatomie très précise, je fais au moins des gros volumes principaux. Donc là, par exemple, gros volumes principaux, le premier qui va me venir en tête, c'est faire deux pecs. Je vais faire deux attaches comme ça pour venir attacher, avoir déjà un peu de structure ici. À partir de là, la plupart des boudins comme ça de pattes que je vais faire, je vais en faire des boudins symétriques. Je fais un corps humain, je fais une armure qui est relativement symétrique sauf les épaulettes. Donc pour que les deux facettes de ma figurine évoluent toujours avec une même symétrie, souvent quand je prépare un boudin, j'en prépare deux mêmes. Si je fais un pec, je prépare un boudin, je le coupe en deux pour avoir deux pecs du même volume. D'accord ? Ça évite d'avoir trop d'erreurs d'anatomie déjà de base. Donc là par exemple, souvent ce que je fais, c'est tout bête, je roule mon boudin, je le prépare, je fais une forme à peu près équilibrée, je prends une lame de scalpel, un outil quoi que ce soit, je le coupe en deux pour avoir à peu près deux boudins identiques. Voilà, comme ça là j'ai deux pecs. Je peux faire pareil avec deux cuisses, avec deux abdos, etc. pour que tout puisse monter de façon symétrique. Je vais le mettre en forme. Je viens attacher au niveau des épaules. Pour l'instant, assez grossièrement, le temps de placer mes formes générales. Je vais pas toujours aussi vite, hein. J'essaie de vous en montrer un max, mais... Donc là, vous avez vu, avec la taille, je travaille beaucoup à la main. Mais évidemment, plus on va avancer, plus je sortirai mes outils. Là, la taille et l'échelle me permet de poser grossièrement à la main mes différents volumes, mes différents boudins, venir faire les adhérer. Donc là, je fais le pec qui vient s'attacher à l'épaule. Et ensuite, je viendrai faire l'épaule qui part de là. Un truc très important à marquer très vite, la cage thoracique, qui va venir faire l'arc sous les pectoraux, au-dessus des abdos, qui a vraiment une distinction des différents blocs du corps humain. Ça va me permettre de bien découper mon modèle en différents blocs. J'ai le bloc du haut des pecs, le bloc cage thoracique, le bloc du ventre, et je vais souvent laisser volontairement des grosses lignes apparentes que je vais laisser le plus longtemps possible pour me guider dans mon travail, des lignes de direction. Par exemple, si imaginons j'ai un modèle qui est tourné comme ça avec une torsion, d'accord ? Je vais travailler en laissant apparente le plus longtemps possible la ligne qui part du milieu en haut et qui rejoint le bas, et je vais la laisser apparente pour avoir cette direction de corps tourné comme ça, et seulement à la fin je viendrai fondre tous les volumes. Ça m'évite de perdre la dynamique que je me suis cassé la tête à créer, quoi. Donc là je viens placer assez grossièrement en dessous la cage thoracique en arc de cercle comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme référentiel pour connaître le corps humain ? Anatomy for Sculptors, c'est une bible pour la sculpture.
Il se trouve assez facilement sur internet ou en PDF. Donc c'est Anatomie Fort avec un 4, Fort 4, Fort Sculptors. Et franchement, déjà tu as ça, tu as plein de trucs. Si vous voulez vous lancer dans la sculpture, il y a un ouvrage de référence à avoir qui est dur à trouver maintenant mais qui se trouve en PDF. C'est le Ravage hors série sculpture, sorti il y a une dizaine d'années je crois. Donc c'est Ravage, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez fait la figurine, vous connaissez Ravage. Ils avaient fait un hors série sur la sculpture uniquement, qui est une bible pour apprendre la sculpture traditionnelle. Vraiment, il y a tout dedans. Moi j'ai appris comme ça, j'ai appris avec ce bouquin, je venais à la base du dessin, puis de la peinture. J'ai appris avec ce bouquin, j'allais sur les forums, je montrais mes boulots, je prenais les retours et j'ai appris en autodidacte comme ça, beaucoup grâce à ce bouquin, fait par des professionnels du milieu, super bien écrit, il y a l'armature, il y a les différentes textures, l'anatomie, il y a tout, c'est hyper complet sur un petit fascicule, c'est vraiment génial. Quand je donne des stages de sculpture chez moi, je le prête à tous mes stagiaires, je leur dis potassez ça et je leur laisse le soir quand ils vont se coucher, je leur dis vous me lisez ça ce soir, feuilletez un peu puis on en reparle demain. Donc là j'ai placé grosso modo ma cage thoracique, je vais venir placer en dessous 2 boudins, vous avez vu que j'ai encore pris 2 boudins de la même forme, à peu près le même volume. On va venir faire mon ventre. Tout ça, tu as dû y penser avant quand tu as fait ta structure, il fallait qu'elle soit assez fine pour que tu puisses rajouter à la fois l'anatomie et après Exactement. J'ai prévu une structure suffisamment fine pour que la sculpture se passe avec cette pâte là que je peux travailler, mais assez épaisse pour pas que j'ai des zones. Genre par exemple à l'épaule, tu vois, il va y avoir des grosses épaulières, pour pas que j'ai une boule comme ça, que de pâte polymère à l'épaule, où quand je vais travailler les détails, ça va bouger, ça va tourner autour. C'est pour ça que j'ai épaissi à des zones comme ça. Donc là j'ai posé la cage thoracique, mon ventre grosso modo, je vais venir élargir ses côtés, le dos, et ensuite du coup je vais pouvoir commencer à aller un peu plus loin dans le détail du truc. Donc pareil, comme d'habitude, toujours faire ça, prenez l'habitude, vraiment si vous sculptez, prenez l'habitude d'avoir des boudins identiques. Je prends un boudin, je le coupe, j'ai un de chaque côté. Et comme ça, j'ai toujours un équilibre. On n'est pas en 3D, on n'a pas CTRL X pour faire symétrie activée, symétrie désactivée, donc il faut se débrouiller. Je pourrais venir placer ça. Comment? C'est bon, j'ai eu des super assistants. Vous voyez comment chaque forme est découpée de façon très grossière. Je ne suis pas en train de mélanger les muscles ensemble et tout. Chaque truc est bien défini. Cage thoracique, abdos, pec, très anatomique, très académique même dans la façon de faire. Ça permet de bien guider le travail, d'être toujours sur des bases bien solides. C'est important d'avoir des bons fondamentaux comme ça parce que des fois on a tendance à vouloir aller trop vite dans la sculpture et on oublie tout ça, ce travail préparatoire, et on le paye cher après. Vous voyez, à chaque fois que je fais un geste, j'ai fait un geste d'un côté, je refais le même geste de l'autre côté. Comme ça, je ne me perds pas, je suis toujours dans cette même dynamique. Là en plus c'est facile, le buste est relativement droit, il n'est pas tourné ni quoi que ce soit, c'est relativement simple, c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Et vous voyez rapidement comme ça, comment voilà, on commence à voir le corps humain gentiment qui se dessine. Ça reste très sommaire, mais voilà, ça commence à prendre forme comme ça. Là je vais faire attention, derrière, vous voyez, j'ai pas recouvert ici. Attention que je ne me fasse pas piéger par des bulles d'air, je vais venir quand même bien fondre là, pour que ce soit toujours bien collé à ma couche de base. Voilà, et là je peux venir tirer un petit peu le dos. Je parle, mais surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, n'hésitez pas à me demander, si vous voulez que je répète des choses, vous me le dites, je répète, il n'y a pas de problème. Donc maintenant le devant se construit gentiment, c'est bien beau, mais il a un dos ce monsieur, surtout qu'il a quand même une bonne armure bien costaud. Donc je vais quand même aller lui élargir un petit peu le dos, ce qui va me permettre aussi de bien placer le cou dans la bonne position. Donc le dos normalement c'est pareil, c'est tout un ensemble de plein de muscles, machin et tout. Là on va faire relativement simple. 2 grandes plaques qui viennent bien englober les omoplates et ensuite je viendrai sculpter l'armure dessus. Comme d'habitude, je prends mon boudin, je le coupe en 2, histoire d'avoir des choses symétriques. Vous avez vu aussi à chaque fois le temps que je prends, avant que je sois sur la sculpture, le temps que je prends dans mes doigts pour mettre la forme générale en place. Voilà, des fois on prend du temps comme ça, des fois quand c'est des petits détails je peux même les faire sur mon doigt, sur mon ongle. Je pose un peu de pâte là et je viens délicatement faire le détail sur mon ongle ou sur mon doigt, ensuite je viens le retirer pour le poser, pour avoir des petits détails, des petites choses comme ça qui peuvent être faits à côté.
vous remarquez, je prends des volumes assez conséquents. Si vous vous lancez dans la sculpture et que vous débutez, allez-y avec parcimonie. Ne prenez pas des gros boudins comme ça parce que là, j'ai une certaine expérience des volumes que je vais mettre et je suis en démo, donc je vais très vite pour vous. Mais vaut mieux prendre son temps. Vaut mieux mettre des plus petits volumes et les faire grossir petit à petit que d'avoir des trop gros volumes à enlever après. Parce que du coup, on embrouille notre cerveau avec des formes qui sont pas bonnes, qui sont trop grosses et on perd notre structure. Et là, c'est très dur. Alors que si on évolue en faisant grossir petit à petit, en gardant toujours notre structure, on n'a pas trop de soucis de ce genre-là. Il faut faire attention à ça. Donc là, je vous montre des choses à reproduire et d'autres à faire. Je vous mets en garde. C'est aussi parce que je le fais en démo et que du coup, je vais assez vite. Mais vaut mieux faire petit à petit. Tout va bien jusque-là? Voilà, mes deux plaques du dos. Hop, voilà, on a comblé un peu le dos, on va lui mettre un petit peu de trapèze, toujours dans cette même logique. Je prends un boudin. J'ai tout. Ah non, ouh, j'ai eu peur que j'avais passé de pas. Ah, il est gros le bonhomme là, je suis parti. Je me suis dit c'est une démo, il y a du monde autour, faut qu'on puisse voir de loin. Du coup derrière, il faut y aller quoi. Donc toujours la même dynamique, hein. Je prends mon boudin, je prends la formule générale, je le coupe en deux et je travaille chaque partie de façon symétrique. Et avec ce genre de matériel, tu peux faire, tu pourrais cuire, repartir dessus. Attends, est-ce que parle plus fort avec le masque, j'ai du mal à. Est-ce que tu peux recuire finalement Alors oui, tu peux le faire. Personnellement, je préfère éviter. Tu peux cuire au fur et à mesure des cuissons. Quand on commence la sculpture, on est très intimidé. On se dit ah, j'ai sculpté mon anatomie, et tout. Je vais l'habiller, je vais écraser l'anatomie en dessous. Vaut mieux que je la cuise. C'est une fausse solution. Parce qu'en fait, vous allez cuire, ça va absorber tous les solvants et votre pâte d'après va avoir beaucoup de mal à coller. Et ça se trouve, vous allez devoir remettre du green stuff pour recoller tout ça. Donc, vaut mieux avoir un petit peu de confiance en soi, de se dire je vais prendre mon temps et de cuire le plus tard possible. En général, moi, je cuis une pièce quand elle est finie, à la fin, ou alors parce que j'ai des choses à rajouter que je ne peux pas rajouter en l'état, parce qu'il tient une épée dans la main et que je ne peux pas sculpter la main, je cuis et dans ce cas, je rajoute la main. Mais je vous conseille plutôt de cuire le plus tard possible. Ça vous permet d'avoir du recul aussi sur votre travail, de prendre le temps de réagencer les formes au bout de quelques jours. Parce que on n'a pas la science infuse, on peut avancer très bien une journée, le lendemain voir des erreurs. Vous avez même 90% du temps, vous allez voir des erreurs le lendemain. Si vous l'avez cuit trop vite, trop tard pour reprendre les erreurs. D'accord, vaut mieux y aller. Ça t'arrive de repartir dans un travail, tu pars d'un moulage, je ne sais pas comment tu pourrais, mais tu pars de près, d'une base anatomique? Ouais, voilà, oui, alors dans ce cas, si tu fais ça, tu peux, mais dans ce cas, vaut mieux travailler en époxy. Travailler avec du green stuff, du milliput, des pâtes qui sèchent à l'air, qui vont très bien coller par exemple sur de la résine et que tu n'as pas besoin de passer au four. La résine passe au four, mais des fois, il faut se méfier. Il y en a qui peuvent se ramollir, ça peut s'affaisser, des choses comme ça. Donc, par exemple, sur du plastique, tu ne peux pas le passer au four. Si tu veux bosser sur du plastique, tu fais une conversion sur une fine Games Workshop qui est en plastique, tu ne peux pas la mettre au four. Donc, il faut travailler en époxy. Milliput, green stuff. Vous pouvez mélanger milliput et green stuff. Ça vous donne un green stuff que vous pouvez poncer après. Vous avez un peu la finesse du green stuff, le côté collant. En même temps, vous pouvez le poncer, c'est assez intéressant. Voilà, ça se dessine. Maintenant que je vois tout ça, je me dis, il a le cou un peu fin, c'est un peu une allumette. J'ai quand même à lui rajouter du coup. Sur des surfaces très convexes comme ça, quand les surfaces sont très convexes, des traces de doigts, etc. Ouais. Comment tu arrives à bien lisser? Alors, il y a plein de façons de lisser en fait. Déjà, il y a ta façon de travailler, tout simplement. Il y en a qui vont travailler avec des outils qui griffent, tu vois, pour griffer la pâte. Donc tout est rien n'est lisse, c'est volontaire, et ils lissent tout à la fin, d'accord? Parce qu'ils vont agencer leur volume comme ça. Moi personnellement, je travaille pas de cette façon-là. Je travaille plutôt à lisser un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que au début, je vais assez grossier, tu vois, je m'en fous, j'ai des empreintes de doigts, de ça, c'est pas grave. Plus je vais avancer, plus mes formes se précisent, plus je vais être délicat dans mes outils, repasser plusieurs fois. Et en fait, pour pas avoir tout le lissage à faire à la fin, parce que c'est assez indigeste, hein, le lissage c'est très long, les finitions c'est très très long.
Et du coup, le problème, c'est que si tu te dis je lisse à la fin, je lisse à la fin, je lisse à la fin, tu peux perdre la foi dans ton boulot, de dire j'ai tout ça à lisser, j'y arrive pas. Et vu qu'elle doit partir en prod après la figurine, ça doit vraiment être impeccable. Et vaut mieux contrôler régulièrement toutes les zones, petit à petit, et revenir à la fin faire un tour, re-bien lisser, plutôt que tout se garder pour la fin et prendre le risque de passer à côté de quelque chose, tu vois. Ça peut être dangereux. Tu es dans le geste, ça veut dire on peut pas... Et c'est le geste aussi, c'est aussi le geste. Alors après, au-delà du geste, tu as des outils. Ça, tu peux t'en servir pour lisser. Je peux très bien, par exemple, sur une zone, tu vois bien le rendu brillant que ça fait, tu vois, je peux venir lisser comme ça. Ou même avec mon pinceau. Tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser des solvants comme de l'alcool. L'alcool isopropanol, c'est très bien pour lisser. Pour un lissage doux, c'est de l'alcool isopropanol d'onglerie. Tu sais qu'ils utilisent dans les trucs de manicure et compagnie. C'est très bien pour un lissage doux. Tu vas très légèrement lisser les traces de doigts, les textures et tout ça, sans attaquer la pâte. Ça, c'est un lissage que je recommande. Pour un petit lissage de finition, c'est parfait. Si tu as vraiment des grosses traces de doigts, des gros trucs à lisser, des grosses textures, machin et tout, il faut passer sur un lissage plus fort. Dans ce cas, tu peux passer à la térébenthine. Attention, c'est plus violent. Donc si tu passes trop de fois, ça va trop ramollir ta zone. Si tu passes au pinceau, tu vas avoir les traits de pinceau. Donc tu peux le faire, mais passe pas trop longtemps sur les zones. Passe d'une zone à l'autre délicatement, tu vois. Badigeonne pas toute ta figurine, tu vas perdre tous les détails. Mais tu peux le faire. Je le fais souvent. Tu lises jamais avec de l'eau? Alors, pas sur des pâtes comme ça. L'eau, oui. Alors, c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que chaque pâte a ses propriétés. Le milliput réagit super bien avec l'eau. Ça va même te créer un jus et tout ça, c'est très bien. Tu peux combler des trous, tu peux lisser, c'est génial. Si tu mets de l'eau sur des pâtes comme la sculpée, de la fimo et tout ça, tu peux le faire par petites touches. Ça m'arrive d'en passer un petit peu d'eau avec le pinceau pour lisser, mais si tu en mets trop, en fait, ça va altérer ta pâte. Si tu repasses, à la limite devenir granuleuse et c'est presque contre-productif. Un truc qui marche très bien, c'est la salive. Parce que la salive, ça va te faire un peu comme de l'eau, mais elle est visqueuse. Et donc, tu vas être entre la vaseline et la flotte. Tu vois, tu as un truc un petit peu collant comme ça. J'utilise très souvent ma salive, justement pour ce lissage au fur et à mesure, lisser mes outils, les faire détacher de la pâte et des choses comme ça. Donc là, vous voyez, ma tête, j'ai voulu qu'il soit très légèrement tourné sur le côté. Donc j'ai les mastéochloridiens, là, les deux muscles qui sont là, qui doivent s'agencer. On ne voit pas sur mon cou, mais vous voyez, là, en fait, ils partent sous les oreilles et rejoignent le centre des clavicules. Si je me tourne, celui-là est très droit, pendant que celui-là, vu qu'il rejoint toujours l'oreille, il va être complètement en oblique. Donc dès cette étape-là, vu qu'il a la tête tournée, il a un col, on est d'accord, ça ne se verra pas. Mais vu que je vous montre par étapes, je vous montre comment ça se passe en dessous. Donc là, je vais plutôt déjà essayer de chercher, de continuer le mouvement de sa tête. Il l'a tourné, donc il faut que je respecte ces deux muscles-là, sinon je vais passer à côté. Donc par exemple, je prends un boudin, je viens le placer ici. Celui-là, ça va être pour celui qui est plus droit. Si je tourne ma tête comme ça, je vais être plus droit ici. Et l'autre qui est plus en oblique, je vais aller le chercher un peu plus loin. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Là, vous voyez, j'ai pris deux bouts de pâte. Non, j'aurais dû prendre un boudin séparé en deux. Ça évite des erreurs. Il va rejoindre le même point, ici, les clavicules, ça bouge jamais. Hein. Peu importe comment vous tournez, ça va toujours rejoindre ici. Par contre, là, ça va aller chercher derrière son oreille, qui, comme on peut voir sur les traits de construction que j'ai fait, la ligne des yeux, va être beaucoup plus loin derrière. Donc du coup, celui-là, il va aller venir s'attacher un peu plus loin derrière. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, là on arrive après dans des notions anatomiques un peu trop complexes pour de la démo comme ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu en gros comment on essaie de penser le truc. Si tu étais en démo, tu l'aurais placé parce que... Si, je l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même parce que je l'aurais fait vite, je vais pas aller dans le détail, mais même s'il a un col après, je vais quand même le faire parce que de ça va définir à comment est agencée ma tête. Donc si ça, je le fais à l'arrache, bah peut-être que ma tête, elle sera pas tout à fait bien placée, tu vois. Et après, ça fait des trucs qui sont un peu raccordés. Ça passe, mais ça passe. Est-ce que tu veux un truc qui passe ou tu veux un truc qui déchire? C'est ça qu'il faut se demander. Donc des fois, il vaut mieux prendre un petit peu le temps, de bien prendre son temps de tout construire proprement. Donc là, je vais vous inviter à regarder un petit peu plus à la caméra. Je vais garder le modèle face à moi pour bien le travailler. Donc regardez plutôt là-bas.
Tout à fait. Tu peux le faire. Alors, par habitude, je mesure avec mes yeux, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, j'arrive à peu près à jauger. Mais je peux avoir des doutes, comme tout le monde, il ne faut pas hésiter. Et quand tu débutes, je te conseille de tout mesurer. Quand tu fais ton armature, mesure les jambes, mesure tout ça pour pas te planter. C'est une très bonne question et applique-le quand je donne des stages. Et beaucoup, j'ai des débutants, on mesure tout. Moi, je mesure pas forcément parce que je fais ça depuis un moment et que j'ai certains automatismes. Mais même moi, je peux me planter. Et des fois, je me dis, ouais, c'est bien beau les automatismes, mais il faut pas trop se baser là-dessus non plus. On peut faire des erreurs. Finalement, au début, on n'a pas trop de repères. Finalement, on a les placements, on peut tout dédier. Voilà, exactement. Donc là, maintenant que j'ai grosso modo posé une base de coup, je vais aller finir mon coup. Donc là, c'est juste ces pleins là et ces creux là. Je vais aller finir avec la pomme d'Adam. Je vais me faire un petit triangle qui vient dessous et qui va me permettre de venir ensuite poser ma tête dessus. Et je finirai par les clavicules. Maintenant que j'ai mis tout ça, je vais pouvoir aller faire les clavicules qui partent de là et qui vont revenir les épaules. Si mon épaule se lève, la clavicule suit ce mouvement. Si elle recule aussi, c'est pour ça que je l'ai fait à la fin. Parce que normalement, je le fais même après l'épaule, pour bien venir agencer à la position choisie de mon épaule. Un petit triangle. Je ne sais pas s'il est trop gros, je vais voir. Il est un peu gros. Hop, mon petit triangle. On va voir s'il est bon. Voilà, je le pose comme ça. Et là, à ce moment-là, la question est bizarre, mais à ce moment-là, si tu veux réorienter la tête, Comment? si tu décides à ce moment-là de vouloir réorienter la tête, Exactement, vaut mieux le faire maintenant, ouais. et comment tu t'y prends, du coup, tu tires sur l'armature. Alors, si tu as un changement comme ça, tu casses, d'accord? Effectivement, si tu dois le faire, vaut mieux le faire maintenant, avant que ce soit trop avancé. Imaginons que la tête soit plus tournée, je vais enlever la patte au niveau du cou, je vais casser le milliput, réorienter, refaire attention que ce soit bien solide et resculpter. Si tu as trop avancé, oublie, ça va être trop compliqué, ou alors il faut vraiment que tu enlèves toute la patte que tu as mise et ça pour repartir à l'armature. C'est pour ça qu'il faut bien penser l'armature et qu'il faut bien penser chaque étape pour ne pas revenir sur une étape antérieure. C'est ça qui crée des complications en fait. Je vais prendre un outil plus petit pour aller venir chercher retrouver le creux de mes muscles mastéo là, ici. J'utilise différents outils, je vous en ai pas parlé. Donc de la spatule, outil en métal que j'utilise pour, on va dire, quand je fais du 32 mm, genre des figurines comme ça, 90% du boulot je le fais avec ça. Voilà, c'est assez petit, je peux aller à peu près partout. Quand je grandis d'échelle, j'aime bien avoir plus d'aisance, donc les doigts, ou sinon ça, une spatule un peu plus large, un peu plus plate comme ça pour les grandes zones. Les pinceaux, on en a parlé. Les pinceaux, j'utilise presque autant de pinceaux qu'un peintre. J'utilise beaucoup de pinceaux pour venir agencer les formes, pour venir lisser doucement, pour faire des mouvements délicats. Et après, vous avez tout ce qui est pinceau gomme comme ça, qui est assez intéressant, qui sont assez mous, il y a différentes duretés. Le noir étant le plus dur, le gris, le moyen, le blanc, le plus soft. Et ça permet, par exemple, ici, là, de venir avoir des choses plus rondes. On va pouvoir placer les clavicules et je pense amorcer les épaules.
Donc voilà, les fameuses clavicules. On va voir si j'ai bien saisi la taille au visu. Voilà, donc je vais venir les placer comme ça. Je sais pas pourquoi je me tourne, parce qu'en fait la caméra est là, je devrais rester comme ça, mais j'ai pas besoin de me tourner, vous voyez bien là au final en fait. Parce que je retourne par habitude pour vous montrer, mais en fait on voit bien comme ça. Une des difficultés dont on soit peut-être pas forcément là, parce que pareil j'ai l'habitude, c'est, vous avez vu, je prépare des choses à côté que je pose dessus. Et ça, c'est un petit peu l'expérience qui va vous dire, est-ce que le boudin doit être plus gros, plus petit? Au début, vous n'aurez pas toujours pile le bon boudin, de la bonne taille, qui va pile à l'endroit que vous imaginez. Donc là, moi, ça tombe pas trop mal, parce que j'ai un peu l'habitude. Mais voilà, des fois, c'est... Surtout quand c'est des petits détails, on a toujours tendance à les prévoir trop gros à côté. À la spatule directement? Ouais, je l'enlève tout de suite. S'il est vraiment trop gros, je le recommence. S'il est juste un peu trop gros, genre imaginons il dépasse là, tac, je le coupe, voilà, je coupe l'excédent. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant que j'avance, je m'aperçois d'un truc qui est tout à fait logique. Vous avez dit, on fait par étapes. On met pas des volumes énormes du premier coup, on monte petit à petit. En montant petit à petit, vous voyez, maintenant que j'ai mis les clavicules, maintenant que j'ai mis la cage thoracique en dessous, mes pecs ils sont un peu